Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le jeudi 11 février et nous sommes en direct pendant 60 minutes, vous le savez. Nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas comme tous les soirs à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vous le savez que vos réactions et vos questions nous permettent d'alimenter notre discussion de ce soir avec nos invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir. Monsieur Hassan Alaoui, vous êtes directeur de publication de la revue Maroc Diplomatique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Jawad Tardoudi, vous êtes président de l'Institut marocain des relations internationales. Monsieur Mohamed Belmahi, vous êtes ancien ambassadeur du Maroc. Vous avez notamment officié en Inde et au Royaume-Uni. Et enfin, professeur Abdelhamid Ben Khattab, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Rabat Agdel, vice-secrétaire général de l'Association marocaine des sciences politique. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. C'est le plus grand chamboulement annoncé qu'ait connu l'appareil diplomatique marocain. Samedi dernier, à La Ayoune, le Conseil des ministres a en effet approuvé la nomination par le roi de nouveaux ambassadeurs, 78 selon la liste pas encore officialisée, reprise depuis hier par de nombreux médias. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de la diplomatie marocaine et de ses nouveaux défis. Quels sont les grands principes et objectifs qui fondent notre politique étrangère? Quelles sont les forces et les faiblesses de notre diplomatie? Et quels sont les réajustements nécessaires pour répondre au contexte régional et international actuel? Diplomatie marocaine, un renouveau nécessaire, ça sera le thème de l'émission de ce soir. Avant de commencer cette émission, puisque c'est une émission qui parle de diplomatie, je ne pouvais commencer sans avoir une pensée émue pour mon oncle, c'est Al-Slem Sadawi, qui faisait partie de ces grands commis de l'État et diplomate qui a officié notamment en tant qu'ambassadeur en Allemagne, au Japon et en Irlande. Alors messieurs, on l'a bien compris, ce chamboulement diplomatique qui a été annoncé, 78 nominations sur les 91 représentations que compte le Maroc à l'étranger. Est-ce qu'on avait déjà connu ça par le passé ? Je pense qu'on ne l'a pas connu dans le passé et c'est vrai, comme vous avez dit, ça touche 2/3 un petit peu de notre corps diplomatique et c'est très important. Ce que j'ai retenu très rapidement, c'est une diversité, notamment dans le choix des ambassadeurs et aussi une féminisation que vous avez soulignée avec 14 femmes qui ont été désignées dans des ambassades, un rajeunissement aussi du corps diplomatique et aussi une diversité géographique. Et nous sommes très heureux parce qu'à l'IMRI, nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait un redéploiement de notre corps diplomatique vers des pays comme l'Afrique, comme l'Asie et comme l'Amérique latine. Donc, personnellement, je suis très satisfait de ce changement. Hassan Alaoui, une telle reconfiguration, c'est vrai que c'est assez inédit. Oui, on a même parlé de Big Bang. De Big Bang diplomatique. Carrément. Et effectivement, je confirme ce qu'a dit mon ami Jawad Tardoudi, c'est un extraordinaire mouvement jamais vu dans notre histoire depuis 1956. En fait, de 56 à maintenant, si on a compté un petit peu le nombre d'ambassadeurs qui sont relayés ou qui sont passés, je veux dire, c'est quand même aujourd'hui, c'est la preuve par deux que c'est une volonté exprimée, symbolique aussi, n'est-ce pas, parce que ça s'est passé dans les provinces du Sud, de relancer notre diplomatie. Et ce n'est pas par hasard, parce que je dirais que 3 mois après le grand discours de Sa Majesté à La Ayoune, presque jour pour jour, voilà donc il y a encore un autre acte, je veux dire une profession de foi qui a été exprimée par Sa Majesté, et donc de s'occuper cette fois-ci, je veux dire, du champ diplomatique marocain. Et en fait, et on va le voir après, ce n'est pas seulement un symbole, c'est une volonté exprimée donc, mais c'est surtout ce souci de rénover l'appareil diplomatique, d'ouvrir un petit peu les profils, d'associer la société civile, et bon, on va en parler encore, et surtout donc de diversifier un petit peu à la fois la réflexion, la méthode et les objectifs. Mohamed Belmahi. Je pense que la décision importante qui a été prise, elle répond à de nouvelles orientations géopolitiques de notre pays. Traditionnellement, nous avons toujours cru dans la région du Maghreb. Malheureusement, l'humain n'a jamais décollé.
nous avons toujours cru en l'Afrique et nous le soulignons. Nous ne sommes toujours pas membres de l'Union africaine. Nous avons quitté l'OEA depuis 1984. Et également, la Ligue arabe elle-même et la région du Moyen-Orient connaît des difficultés et certaines hétérogénéités que je n'ai pas besoin d'expliciter. Et donc, il y a une orientation géopolitique de notre pays qui favorise une autre approche. La première est vers l'Afrique, qui a toujours été le lien normal et historique du Maroc. La deuxième, c'est que le Maroc est un nœud et un lien entre l'Europe et l'Afrique, et une nouvelle politique méditerranéenne du Maroc, et aussi un lien beaucoup plus privilégié avec les pays du Golfe. Et nous avons une autre tendance dans l'économie mondiale qui a chamboulé un peu les donnes, et le Maroc, sur le plan économique, ne peut plus ne pas marier la diplomatie et l'économie. Et donc, notre économie aujourd'hui a démontré ses capacités à se déployer sur le plan financier en Afrique. Aujourd'hui, un dirham sur 3 qui est généré par le système bancaire marocain vient de l'Afrique. Nous avons énormément de privilèges au niveau du côté spirituel, et je crois que le rôle du commandeur des croyants est extrêmement important dans une vision que j'appellerais moi d'un Commonwealth spirituel en Afrique, et de toutes les valeurs disons, qui ont fait le Maroc. Alors on reviendra justement sur la diplomatie spirituelle et la diplomatie religieuse qui est un point extrêmement important de la diplomatie. Si Abdelhamid Ben Khattab, votre interprétation de cette reconfiguration qui est... alors je disais, est-ce qu'on a vu ça auparavant? On ne l'a pas vu, mais c'est aussi dans d'autres pays, c'est très rare d'avoir un tel renouvellement de la classe diplomatique. On a souvent dit que le Maroc n'a pas les moyens de sa politique étrangère. Il a de grandes ambitions, mais avec de petits moyens. Donc je crois qu'avec les dernières nominations, Sa Majesté le Roi a satisfait un besoin ou une requête qui est presque populaire, qui est celle de doter la diplomatie marocaine du personnel. Et l'une des grandes problématiques du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie marocaine, c'est cette carence, cette insuffisance de matière grise, de personnel. Et je crois que nous sommes là en train de reconfigurer en quelque sorte le ministère ou la conception même de la diplomatie. Et la diplomatie, vous savez, chez nous, presque c'est la diplomatie royale. Et il fallait en fin de compte que cette diplomatie puisse aussi être celle du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire, là, on dote le ministère du personnel compétent et lorsqu'on parle des ambassadeurs, ce sont les gens qui représentent, ce sont les agents diplomatiques qui représentent le Maroc ailleurs. Et on sait très bien qu'avec ces nominations-là, le Maroc essaie de un peu se dessaisir de ces axes représentatifs classiques, c'est-à-dire l'Europe, le monde arabe, l'Afrique. Là, il est en train de chercher d'autres axes, d'autres orientations. Et avec les nouvelles nominations, je crois qu'on est... Afrique, Asie, Amérique latine, voilà. De nouvelles représentations qui vont être ouvertes. Alors avant qu'on essaie de comprendre s'il y a eu des déclencheurs, parce qu'on sort quand même de nombreuses critiques par rapport à la diplomatie, notamment dans l'histoire Maroc-Suède, on y reviendra. Avant, j'aimerais revenir, je suis content que vous soyez avec nous, pour qu'on puisse revenir sur finalement l'histoire de la diplomatie marocaine et de quelle manière elle a été orientée. Qu'est-ce qui, vous avez officié sous Feu Hassan II et vous avez officié sous Sa Majesté le roi Mohamed VI. Si Belmahis, si vous deviez aujourd'hui faire un diagnostic de quelles étaient les valeurs directrices de la diplomatie marocaine à l'époque de Hassan II et ensuite sous le règne de Sa Majesté. Je crois que l'histoire de la diplomatie marocaine, elle est dans pratiquement une encyclopédie d'une douzaine de volumes. Je prendrai la profondeur diplomatique que nous avons eue avec un pays où j'ai exercé, qui est l'Angleterre. Nous avons des relations diplomatiques depuis 800 ans, exactement depuis 1213. Nous avons été indirectement et
du fait que le roi d'Angleterre a signé la Magna Carta qui a déclenché tout le processus de démocratisation de l'Angleterre grâce indirectement au Maroc. Donc, l'histoire du Maroc, elle date depuis pratiquement 10 siècles. Alors, vous m'apprenez quelque chose. Et nous avons les mêmes axes que vous pourriez avoir avec le Portugal. L'Angleterre, le Portugal et le Maroc ont créé une alliance stratégique profonde depuis Ahmed al-Mansour Sadi avec Élisabeth Ier et qui a perduré jusqu'à 1904 avec l'entente cordiale où le lien avec la Grande-Bretagne a été cassé et avec la venue de l'occupation française du Maroc en 1912. Donc le Maroc a une profondeur diplomatique telle que, je vous donne un autre exemple, le Maroc était l'un des premiers, vous le savez très bien, à reconnaître un pays économique, mais aussi il était le premier à reconnaître l'indépendance du Brésil avec le sultan Moulay Slimane en 1822. On a eu des relations diplomatiques avec le Brésil depuis 1884. Donc, nous sommes un pays organisé, un État périn qui a toujours été là et qui a toujours mis en avant sa diplomatie. C'est Claude. Moi, je pense que concernant la diplomatie récente, sous Sa Majesté Hassan II, c'était quand même Paris, Madrid et Washington. Il faut dire les choses, c'était les grandes ambassades et la politique étrangère était orientée vers ces grands pays. Ce que je constate avec Sa Majesté Mohammed VI, il y a une ouverture, certes, Paris, Madrid et Washington restent très importantes, mais maintenant, il y a les pays du Golfe qui jouent un rôle extrêmement important. Et surtout, la novation, c'est l'Afrique subsaharienne où Sa Majesté Mohammed VI a véritablement apporté un élan extraordinaire depuis son accession au trône. Et donc, je vois une ouverture de la politique étrangère du Maroc vers plus de destinations et non pas uniquement vers l'Europe et les États-Unis. Voilà un petit peu ce que je peux dire concernant l'évolution récente de notre diplomatie. C'est Hassan Alaoui. Moi, je voudrais surtout souligner un aspect très important. C'est la doctrine un petit peu qui a été au cœur, au principe même de notre diplomatie, qui est une constante. C'est un petit peu, je veux dire, ce que le roi Hassan II avait déjà défini lors de la conférence des non-alignés à Belgrade en septembre 1961 et qui avait donc lancé un concept assez extraordinaire qui, je peux dire que ça a été un petit peu le paradigme de notre diplomatie, à savoir le neutralisme positif. C'est-à-dire on était, puisqu'à l'époque vous savez que jusqu'en 90, c'était la rivalité américano-soviétique à mort. Donc le bloc, comme on dit, le bloc communiste et le bloc capitaliste ou libéral, incarné par les États-Unis. Et le Maroc, en définitive, n'avait pas, je veux dire, ne s'était pas incliné d'un côté ou de l'autre. Il a réussi, je veux dire, le coup, je veux dire, il a réussi la prouesse de rester neutre, dynamique, de nourrir des relations à la fois avec la Russie, et Dieu sait que donc il y avait le voyage royal de feu Hassan II en Russie, et en même temps aux États-Unis. Et donc ce principe cardinal, ce credo, il a dominé jusqu'à aujourd'hui, et Sa Majesté Mohammed VI donc a continué sur la même ligne je veux dire, de neutralité positive. La preuve, c'est que quand nous avons quitté, comme a dit Si Mohamed, l'OUA en novembre 1984, après une tragédie, en vérité, c'est une tragédie au sommet de l'OUA à Addis Abeba, et on a quitté en fait, c'est nous qui avions claqué la porte, et Dieu sait que nous avions raison. Nous avons quand même, en parallèle, continué d'entretenir des relations d'État à État avec les pays africains qu'on a retrouvés aujourd'hui depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, depuis que Sa Majesté Mohammed VI a repris le flambeau et a choisi, je veux dire, opté pour l'Afrique en priorité. Et donc nous récoltons un petit peu une diplomatie de sagesse où, encore une fois, domine le principe
de neutralité. Donc, et la preuve aussi supplémentaire, c'est que nous sommes là, je veux dire, nous travaillons pour le Maghreb, que certaines, évidemment, comme l'Algérie, combattent avec acharnement. Et nous n'avons jamais quitté un petit peu cette optique qu'un jour, il y aurait l'intégration de cette région, et donc un Maghreb fort, évidemment, comme on le souhaite. Je crois aussi que j'ai à tracer un peu l'évolution de la diplomatie marocaine depuis l'indépendance jusqu'à présent. Je dirais tout simplement qu'avec chaque roi, il y a une nouvelle orientation de la politique étrangère. Alors avec Mohamed V, donc la politique étrangère était orientée vers la décolonisation. Donc l'objectif principal de la politique étrangère marocaine à l'époque, c'était de recouvrir un peu l'intégrité territoriale du royaume, essayer de faire évacuer les troupes stationnaires au Maroc, etc., etc. Donc, un peu libérer l'économie marocaine de l'emprise de la France. Avec Hassan II, c'était autre chose. Hassan II qui avait été ministre des Affaires étrangères. Exactement. Pendant 2 ans. Oui, pendant la politique étrangère avec Hassan II s'est orientée vers la construction et l'édification d'un État. Et des structures de l'État. Il y avait la création de l'OUA. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons été au cœur de la construction de l'édifice de l'OUA. Mais bon, avec Mohamed VI, la politique étrangère a pris un autre tournant, c'est-à-dire il est devenu un instrument de modernisation économique et sociale. Et on est là, la politique étrangère est orientée vers cette ouverture sur le monde extérieur. Mais disons qu'avec les 3 rois, les objectifs principaux de la politique étrangère marocaine sont restés les mêmes, ils sont stables. Je dirais qu'on peut les ramener à 3. D'abord, essayer de préserver la sécurité nationale au niveau interne et externe. Ensuite, essayer de moderniser la société économiquement et socialement, bien entendu. Et en fait, le 3e objectif, c'est le recouvrement de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire le recouvrement du territoire qui a été on y reviendra colonisé, parce que la question du Sahara qui est centrale conditionne, et on le voit bien ces temps-ci, notre diplomatie. Pas de rupture, aucune rupture. Non, les choses, depuis 8 ans, 10 ans, ont changé dans le monde. Nous avons des crises économiques depuis 2008. Nous avons énormément de changements au niveau de la géopolitique mondiale. Et donc le Maroc se doit de revoir sa façon de gérer ses affaires étrangères parce que les forces en présence de le monde ont changé. Je ne prendrai que le dernier. Vous avez le pétrole qui était à 140, 130 $, qui est à moins de 30 $. Un changement énorme au niveau de la politique énergétique qui a des conséquences géopolitiques énormes sur notre voisin, par exemple l'Algérie, qui se retrouve aujourd'hui avec des difficultés budgétaires sans précédent et des difficultés importantes de son économie qui, elle, est restée immobilisée pendant des années. Et donc le Maroc, avec l'émergence des BRICS et avec l'émergence qui se passe avec la Russie et la Chine et le Brésil, nous sommes obligés de nous reconstituer un nouveau portefeuille de nos relations privilégiées avec d'autres groupements de pays ou d'autres groupements d'intérêts, parce que le monde a changé. Et je pense que les nominations que nous avons reçues dernièrement de notre Sahara par Sa Majesté et le Conseil des ministres reflètent justement cette reconstitution d'un nouveau portefeuille de relations économiques, mais également avec d'autres groupements de pays. Et je peux résumer un peu ces changements où on va aller. Prenons le cas de l'Union européenne. Nous avons un statut de partenaire, de statut avancé avec l'Union européenne. Il serait normal que le Maroc demande un statut de partenaire privilégié. Je serais pour que le Maroc adhère à l'OCDE, qu'il adhère au Conseil de l'Europe. L'OCDE, créée en 1961, comprend à peu près 39 pays, mais qui gère pratiquement 80% des investissements de l'économie mondiale. S'il y a des changements au niveau de l'économie mondiale,
l'OCDE est incontournable quant aux orientations futures. Nous avons le Conseil de l'Europe, créé en 1989, qui lui est... On est sous-représenté dans toutes ces instances internationales? Vous estimez qu'on est sous-représenté? Nous ne sommes pas membres. Voilà. Nous ne sommes pas membres. Et donc, en rentrant dans le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe veille à la protection des droits de l'homme, au renforcement de la démocratie et à la prééminence du droit. Et donc, de facto, en demandant à rentrer dans le Conseil de l'Europe, nous adhérons à toutes ces valeurs au niveau des droits de l'homme, au niveau de la prééminence de l'état de droit, et nous renforçons notre statut international et même notre vision d'un hub pour l'Afrique, parce que nous nous présentons devant la communauté internationale en tant qu'un pays qui a fait ces réformes, qui rentre dans un processus de démocratisation et de respect des droits de l'homme. Et donc, l'autre partie, c'est tout ce qui est Méditerranée. Et dans tout ce qui est Méditerranée, le Maroc pourrait avancer 2 ou 3 messages importants. C'est que le Maroc est toujours favorable à l'ouverture et à l'intégration avec ses voisins en Méditerranée, notamment en Méditerranée occidentale. Le Maroc est toujours un acteur pionnier en Méditerranée et le Maroc recherche avant tout la paix et la stabilité. Et enfin, très important, le Maroc privilégie la dimension relations économiques en Méditerranée. Alors, il y a d'autres régions dans le monde, je reviendrai dessus. Vous êtes en train de formuler des vœux par rapport à la présence du Maroc dans certaines instances. Ça, on peut se poser la question justement du rôle de la diplomatie pour accéder à ces instances. Est-ce que ça se fait en coulisses? Est-ce que ça se fait de manière, on va dire, officielle? On va parler de diplomatie parlée et de diplomatie affichée. C'est-à-dire que de quelle manière on met le pressing pour être dans ces instances? Alors, je pense, pour répondre à votre question, que le Maroc est assez dynamique en matière d'organisation internationale. N'oublions pas que c'est à Marrakech que l'OMC a été créé. Nous sommes également au FMI. Nous sommes à la Banque mondiale. Nous jouons un rôle, d'ailleurs nous étions membres non permanents de l'ONU. Donc je pense que le Maroc a fait un gros effort pour s'impliquer dans les relations internationales et ceci est fondamental. Il faudrait poursuivre cet effort parce que ces organisations internationales jouent un rôle très important. Donc il faudrait développer encore plus, pour répondre à votre question, notre implication dans les organisations internationales. Alors maintenant, je voudrais juste rappeler quelque chose que tout le monde connaît, c'est que les pays ne font pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts. Et c'est vrai que toutes les relations internationales sont basées sur cela. Chaque pays dans ces relations internationales, cherche, c'est normal, son propre intérêt. Et donc nous aussi, ce que je vois très rapidement à nos ambassadeurs, c'est d'abord la question du Sahara, parce que la question du Sahara est fondamentale pour notre pays. Nous avons d'abord, c'est 1/3 du territoire national. Nous avons investi des sommes énormes dans nos provinces sahariennes. Et donc, je comprends que la priorité doit être au Sahara. Le deuxième priorité, à mon avis, c'est le développement économique et social. Il faut que nos ambassadeurs ne se contentent pas uniquement de la politique politicienne, j'allais dire. Il faut qu'ils essaient d'amener des investissements, des échanges commerciaux. Et enfin, pour terminer, un troisième rôle que je vois à nos ambassadeurs, à notre corps diplomatique, c'est de vendre l'image du pays. Vous savez, maintenant, moi je vois ce monde comme un monde en compétition où chaque pays essaie de défendre ses intérêts et défendre l'image du pays. Parce que maintenant, il y a une opinion mondiale qui se fait malgré tout et donc il faut que nos ambassadeurs défendent l'image de ce pays, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des avancées démocratiques. Ça aussi, c'est très, très important. Alors, ça, et enfin, alors, je vous laisse finir. sur
sur le plan culturel. Voilà un petit peu ce que je vois. Alors justement, je reprends juste, oui, alors je vous fais réagir par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Il y a de grands fantasmes autour du poste d'ambassadeur. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir. Justement, on se pose la question, mais quelles sont les attributions d'un ambassadeur? Vous êtes en train de me dire, devant de l'image, il y a aussi un ensemble d'institutions qui sont censées le faire. Lorsqu'un ambassadeur est en place, est-ce que l'homme peut changer la donne au niveau d'un pays en termes de relations? Est-ce que l'homme en lui-même, l'ambassadeur qui est nommé, peut être le catalyseur ou au contraire, s'il fait mal son boulot, être justement à l'origine d'une catastrophe diplomatique? Moi, je vais reprendre un petit peu 2 points de convergence avec mes amis. C'est que, il faudrait donc analyser plutôt le mouvement qui est la résultante un petit peu, le mouvement, je veux dire, les nominations annoncées, je veux dire, mais pas encore officialisées, parce qu'il faut quand même qu'on reste prudent. Tant que la liste n'a pas été... J'ai bien spécifié voilà. que c'est pas la liste officielle. Donc, on n'a pas de nom. C'est la résultante de quoi? C'est la résultante d'un électrochoc que nous avons reçu à la fois donc avec l'Union européenne, avec la Suède d'abord, l'Union européenne, puis après dans le giron de la Suède, quelques pays scandinaves. Ça nous a secoué, il faut quand même bien le dire. Et alors ça c'est le haut du de l'iceberg. Oui. Hein, mais quand on a cherché la liste des pays qui reconnaissaient la pseudo-raste, oui. on en a quand même 32. On en avait 79 en 89, on en a 32 actuellement. 32, ça veut dire bon. Mais ça ne veut rien dire. Vous savez, c'est pas ça. Ce qu'il faut, ils peuvent être que 5 seulement, mais être aussi, je veux dire, de dangereux actifs et très, je veux dire, un lobbying extraordinaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc après l'électrochoc de la Suède et tout, il y a eu donc ce mouvement, mais il faut aussi voir que le métier d'ambassadeur lui-même a changé. Ce n'est plus, j'allais dire, l'image irénique de monsieur qui, je veux dire, qui inaugure, pardonnez-moi, les chrysanthèmes officiels, qui assiste au cocktail, qui distribue la parole. Aujourd'hui, nous avons besoin, et nous y allons donc, de militants. Ce n'est plus la même chose. C'est des ambassadeurs qui sont, je veux dire, à l'image de ceux qui sont nos voisins, qui luttent, qui font, je veux dire, de leur cause, entre guillemets, un objet sacré. Il faudrait donc des militants, des ambassadeurs militants, des ambassadeurs qui combattent. C'est pour ça que l'image change. Parce qu'en Europe, aujourd'hui, la génération de décideurs, cette bureaucratie incroyable à Bruxelles qui décide de tout, etc., elle a changé. Comment elle a changé? C'est que nous n'avons plus affaire à des fonctionnaires avec des cravates et des pochettes. Nous avons affaire à ce qu'on appelle des partisans. Il a une cravate et une pochette. Mais lui, ça lui va très bien. Hein. Nous avons affaire à ce qu'on appelle un petit peu j'allais dire aussi des représentants du droit de l'homisme. C'est-à-dire le fonctionnaire qui a le dossier du Maroc ou quelque chose comme ça. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a une culture, qu'il a un background, j'allais dire, droit de l'homiste, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il voit la vision du Maroc, il voit l'image du Maroc, il voit même le peuple marocain à travers ce prisme. Et alors, puisqu'on a été faible, il faut quand même le dire, au niveau de la défense de cette politique, de cette stratégie des droits de l'homme, on n'a pas été faible, puisque nous sommes le pays, je veux dire, dans la région et en Afrique même, le pays qui a vraiment une vraie politique des droits de l'homme, de l'état de droit, grâce à Sa Majesté, parce que ça quand même, n'oubliez pas que nous avons eu même un ministère des droits de l'homme, et puis nous avons un Conseil national des droits de l'homme et tout ça. Donc on n'a pas de complexe à se faire, sauf que on ne défend pas, on n'a pas de communication pour défendre, un petit peu pour contrecarrer les offensives qui sont cyniques, qui sont perverses de nos adversaires. Et on a vu le résultat à Bruxelles, avec l'histoire de l'accord agricole, n'est-ce pas, et de la pêche. Et maintenant, on nous menace. Il y a d'autres pays qui arrivent, comme peut-être la Norvège, la Finlande et tout ça. Donc, c'est bien ces nominations. Il faut les saluer, c'est merveilleux, parce qu'enfin, on va être franc contre franc sur le plan des principes et sur le plan, je veux dire, de nos valeurs. Alors, justement, ça me permettra de vous poser une question. Est-ce qu'on parle de réelle politique? Est-ce qu'on est passé dans une ère de réelle diplomatie? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que cet électrochoc qu'on a eu ces derniers temps, Maroc-Suède, Union européenne, est-ce que c'est ça qui a pu provoquer, en se disant, on va complètement changer le logiciel de la diplomatie? On fait une petite pause et je vous ferai répondre à ça juste après.
Si vous venez de nous rejoindre dans 60 minutes pour comprendre, diplomatie marocaine, le renouveau nécessaire, c'est le titre de l'émission de ce soir. Juste avant la pause, je faisais le parallèle entre réelle politique, réelle diplomatie. Est-ce qu'on est rentré dans l'ère de la réelle diplomatie? Est-ce que c'est en réaction à tout ce qui s'est passé dernièrement? Après, ça c'est vraiment dernièrement, mais on peut remonter à l'épisode de Simozouar Fouya Rouassi, de l'épisode de Ptef Hamouchi. Bon voilà, c'est pas nouveau. Je crois que si on a quelque chose à reprocher à la diplomatie marocaine, c'est justement cette réactivité un peu tardive par rapport aux événements. Il n'y a pas d'anticipation. C'est ça le vrai problème, ou la vraie problématique de la diplomatie marocaine. Nous n'avons pas de diplomate militant, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous n'avons pas de diplomate professionnel. Il y a des diplomates professionnels qui savent, qui ont les compétences nécessaires pour, en fin de compte, négocier. La négociation, ce n'est pas canard, c'est aussi une science. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser parfaitement, mais aussi un ambassadeur qui n'arrive pas à maîtriser les outils de négociation, c'est un ambassadeur qui n'arriverait pas, en fin de compte, à convaincre les autres. Il y a aussi le lobbying. Il y a aussi, donc, l'homme d'État qui est le diplomate joue un rôle très, très, très important dans la politique étrangère. Et c'est grâce à son combat, grâce à son travail, qu'on arrive à changer énormément de choses. Il s'agit de changer la perception de l'autre sur nous. Il s'agit de vendre une image précise de son pays à l'extérieur. Il s'agit de représenter convenablement le Maroc. Et vous savez très bien qu'il y a des diplomates qui ne maîtrisent pas le protocole. Alors, il y a beaucoup de diplomates qui n'ont pas reçu de formation diplomatique. Il y a des diplomates qui sont monolingues. Alors, comment un diplomate qui ne parle qu'arabe pourrait-il convaincre, pourrait-il peser dans des États qui sont plus ou moins virulents à l'encontre de notre question nationale. Donc il nous faut des gens qui sont capables véritablement à mobiliser et à justement à créer un sentiment d'empathie avec nous. Et si on arrive à avoir ce profil de diplomate chez nous, et d'ailleurs la diplomatie au Maroc, ce n'est pas une diplomatie, je le dis, je le répète toujours, ce n'est pas une diplomatie professionnelle. Et ce qui nous manque actuellement, c'est ce professionnel, cette ouverture d'abord sur la science diplomatique, la science des relations internationales, la science du droit international. Nous avons des diplomates qui ne maîtrisent pas le droit international. Et comment voulez-vous qu'ils arrivent à se défendre, à défendre la cause nationale alors qu'ils ne maîtrisent pas tous ces outils? Je voudrais juste, ce qu'a dit notre collègue, préciser quand même que maintenant il y a une académie diplomatique. Et d'ailleurs, je donne des cours dans cette académie où justement on ne recrute pas quelqu'un et on le met tout de suite dans un poste. Maintenant, ils sont d'abord, c'est un concours. Et ensuite, ils passent au moins 1 an dans cette académie diplomatique pour justement se former avant de rejoindre un poste. Et j'insiste sur une chose très importante que mon collègue a dit aussi, c'est la question des langues. Moi, j'estime qu'on ne doit pas envoyer un ambassadeur dans un pays qui ne parle pas la langue de ce pays. Parce qu'on ne va pas à chaque fois essayer d'avoir un interprète à côté de vous pour vous expliquer. Il faut, moi je pense que c'est absolument indispensable quand on envoie quelqu'un, un ambassadeur. Est-ce que les ambassadeurs étrangers qui sont au Maroc parlent arabe? Ben, je vais vous dire, les Russes... Les Russes, oui, mais à l'époque de la guerre froide, ont tous appris les diplomates russes. Quand je reçois des diplomates russes, ils parlent arabe. Non mais donc, alors les diplomates russes c'est autre chose. À l'époque de la guerre froide, avec les alliances qu'il y avait, il y a eu, voilà, on a même beaucoup de diplomates russes qui sont russophones et arabophones, si et rien d'autre. Vous permettez, un ambassadeur français ici au Maroc qui parlait l'arabe. Il avait fait, je crois, il était au Moyen-Orient, etc. Donc je voulais juste insister sur la formation. Il faut effectivement être formé. Et il y a la question de la langue qui est indispensable. Et si vous permettez une petite, quand vous avez parlé de diplomatie réelle, c'est vrai que maintenant, il faut donner, je vais utiliser une expression un peu forte,
il faut donner coup pour coup. On ne peut plus. On avait à certains moments une politique un petit peu de faiblesse. Or, je constate avec Sa Majesté Mohamed VI que actuellement la politique du Maroc est beaucoup plus agressive. D'ailleurs, je rappelle le discours de Sa Majesté du 6 novembre 2015 où Sa Majesté a parlé nommément de l'Algérie comme notre adversaire concernant la question du Sahara. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour une politique du coup pour coup, d'une politique plus agressive, d'une politique aussi de retrait. Rappelez-vous, le Maroc avait retiré son ambassadeur en Iran à certains moments. Et je vous assure que sur le plan international, plus vous avez des politiques fortes comme cela, plus on vous respecte. C'est pas en étant gentil qu'on vous respecte. C'est en ayant une politique forte et du coup pour coup. Vous êtes d'accord avec ça, Belmahi? Alors, vous avez été en poste et les questions que j'ai sur Twitter et sur Facebook, on a notamment des gens qui se posent la question, quels sont les critères de choix des diplomates marocains et quelles compétences doit avoir un ambassadeur? On a parlé des langues, mais vous avez parlé aussi de la connaissance. C'est vrai que pour pouvoir faire du lobbying, pour pouvoir connaître les arcanes finalement, est-ce qu'il faut avoir vécu dans ce pays, dans ce pays-là, ou être entouré? L'ambassadeur est aussi très symbolique. Il n'est pas tout seul. Il y a une équipe qui est là. Que je voulais dire. Nous vivons dans une ère où la technologie de l'information prédomine, où l'information précède parfois même une démarche diplomatique. Et donc, le plus important dans une ambassade, c'est d'abord d'avoir une équipe soudée, une équipe formée, avec un ambassadeur qui est son chef d'orchestre. Parce que mes amis autour de la table parlent d'ambassadeur, mais l'ambassadeur gère une équipe. Il faut qu'il ait un spécialiste du droit international avec lui. Il faut qu'il y ait un spécialiste de l'économie. Il faut quelqu'un qui parle des affaires culturelles. Il faut, par exemple, dans un pays où vous avez un organisme international, comme disons à Londres, vous avez l'Organisation maritime internationale, il faut un spécialiste du droit maritime. Donc, là où vous allez, vous avez besoin d'une équipe. Et c'est un travail d'équipe. Et il faut que l'ambassadeur il soit, omniprésent et qu'il remplisse toutes les fonctions qui lui sont attribuées parce qu'il représente d'abord le souverain, puisqu'il est ambassadeur de Sa Majesté le Roi, donc il représente les valeurs de son pays et il se doit d'avoir une façon de parler qui est à la hauteur de son pays. Deuxièmement, il faut qu'il soit formé au niveau de la négociation, parce qu'il passe toute sa vie à négocier soit un traité, soit une opération, soit une crise. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin non seulement d'une formation diplomatique, comme l'a dit mon collègue, mais il a besoin d'une expérience profonde. Et donc, l'âge joue un rôle important et le background de cette dame ou de ce monsieur qui part, tout ce qu'il a appris ou ce qu'il a appris dans sa vie et devient une valeur positive. À quel âge vous avez reçu votre première lettre de créance? J'avais 45 ans. D'accord. Non, mais ça me permet d'avoir une indication. Moi, je voudrais souligner qu'à partir du moment où il y a une pensée, donc une pensée, une doctrine royale, bien sûr, Sa Majesté, donc il réfléchit, il place, je veux dire, il met en évidence un petit peu les axes principaux de notre diplomatie. Comme aujourd'hui, donc, on sait que depuis 3 ans, il a fait prononcé un discours important sur la diplomatie économique. Donc, on a compris qu'effectivement, il fallait réorienter un petit peu les priorités. Ensuite, en étant en Afrique au Mali, il a lancé l'idée de la formation des imams. Donc là, nous avançons sur le champ, je veux dire, religieux. Et le Maroc en a formé, enfin, en forme 500 pour commencer. Et même, y compris, je veux dire, des pays européens comme la France qui en demandent, je veux dire, qui demandent l'expérience. Et puis, il y a aussi cette histoire des droits de l'homme qui est devenue maintenant impérative.
Et donc, le choix, je veux dire, la liste qui n'a pas encore été officialisée, mais qu'on sous pot d'or, je veux dire, sous pot d'or, pardon. Vous auriez envie de commenter, hein, oui, on ne peut pas. Bien sûr, on ne peut pas parce que moi, je suis, je veux dire, je suis un journaliste, vieux journaliste, et je sais que ce qu'il faut faire, c'est-à-dire je respecte la ligne. Tant que les choses Non, mais ne sont pas... quand on aura l'information Enfin, claire, on pourra justement voir en fonction des courants et des tendances des différents ambassadeurs, ça sera intéressant. Pour l'instant, donc il y a un corps, je dirais presque ontologique qui est là, n'est-ce pas? Les principes, la méthode éventuellement. Et puis on arrive à cette histoire aujourd'hui qui est, je veux dire, on ne peut pas, comme vous dites, je répondre à monsieur, former les gens, on ne peut pas attendre aujourd'hui, nous sommes devant l'urgence. L'urgence, c'est qu'il faut parer au plus pressé. C'est-à-dire qu'en 3 mois, nous avons subi deux affronts, celui de l'accord agricole, n'est-ce pas, par le tribunal européen, et celui donc récemment comment dirais-je, sur le principe justement qu'ils sont allés, à propos des provinces du Sud, déposer avec les Pays-Bas, déposer une motion. Et donc, c'est le plus pressé. Nous devons, nous aussi, donc, être prêts à riposter au plus rapidement possible. On peut pas former. Et le choix, dans cette diversité, le choix, par exemple, qui a été fait en puisant d'abord dans la société civile et les représentants des droits de l'homme. Ce n'est pas par hasard que 2 ou 3 ont fait quand même la prison et de longues années de prison. Et aussi, ce n'est pas par hasard que ce sont aussi des femmes, quelques-unes, très significatives. Et donc, cette diversité, il faut la coordonner avec un mouvement en parallèle qui est donc une diplomatie, je dirais parlementaire, une diplomatie, donc simplement... Mais là, est-ce qu'on ne retombe pas dans le travers du symbole? Vous êtes en train de nous dire on n'a pas le temps de former et que le symbole est important, c'est bien d'accord, mais est-ce que c'est là le drame de la diplomatie marocaine. C'est une diplomatie réactive. Elle attend je suis d'accord avec vous, parce que tout à l'heure vous avez dit réactive, il faut être proactif. Mais on ne l'a pas été, il faut bien le dire. Et le mérite peut-être de Mzouar et de Mme Bouaïda, c'est justement de sonner le tocsin, et donc de nous dire maintenant il faut aller vite. Maintenant, je termine simplement un petit peu ma réflexion. Il y a ce qu'on appelle les think tanks. Il y a des think tanks qui réfléchissent en même temps, à commencer par le sien, qui réfléchissent sur l'action à mener. L'IMRI tient des colloques, le think tank qu'a dirigé Mohamed Mahi, qu'il a créé au sein de l'OCP, le think tank comme Atlantis qui a fait un forum dernièrement très très important sur la sécurité. C'est ça qu'on va former. Mais si, ça c'est un apport. Je ne dis pas que c'est ça le nœud. C'est pas ça. Il faudrait quand même que... Vous êtes exigeant vous-même maintenant. Vous exigez des résultats tout de suite. Mais on ne peut pas. Il faut être réaliste. Nous sommes dans un état réel politique. Avec des institutions. Il n'exige pas, il réfléchit. Donc on est tous en train de réfléchir. Écoutez, il parle du think tank, il parle de formation dans le vif. C'est pas ça la démocratie. Aujourd'hui, c'est l'urgence. C'est pas ça la diplomatie. La diplomatie, c'est l'anticipation. Ce sont des structures qui sont... n'avons pas été capables... Justement, l'un des drames de notre diplomatie, c'est que nous avons un profil de diplomate qui ne colle pas avec la diplomatie moderne. Nous avons des diplomates... Écoutez, attends, je suis professeur à l'université, j'enseigne les relations internationales, je sais ce que je dis. Nous avons des centaines d'ouvrages, des centaines, je dirais des milliers de recherches, de thèses qui ont été effectuées, mais sans jamais... consultés par le ministère des Affaires étrangères, par nos diplomates. Pourquoi? Et on se demande parfois, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on écrit? Pourquoi on est en train de... Et vous parlez du think tank. Le think tank, c'est une chose à part, mais l'université, c'est là où réside le pôle de la formation. Bien sûr. Le vrai pôle de la formation des diplomates. Le ministère des Affaires étrangères est coupé littéralement du monde universitaire. Aucune relation. Et je dis bien, ils ont des experts, d'accord, mais ce sont toujours des experts, je dirais, des experts, je ne sais pas comment ils les ont formés. Bon, ce sont des experts. Oui, justement. Alors que la vraie expertise, les vraies recherches sur la diplomatie, sur le droit international, sur les relations internationales, sont là gratuitement. C'est Belmez. Ils n'ont pas besoin. Je crois qu'une diplomatie qui marche, c'est une diplomatie qui multiplie les intelligences. Il y a le diplomate professionnel qui est, disons, le front desk, mais derrière lui,
il y a toute la profondeur académique, Bien sûr. toute la profondeur des think tanks. Il Mais y a, attendez, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un discours de diplomate. Si vous permettez, et toute la profondeur de la société civile, Bien sûr. mais également du monde économique et évidemment de la diplomatie parlementaire. Et donc, toute la compétitivité d'une diplomatie, c'est de pouvoir coordonner et, comme mon collègue a dit, anticiper et prévoir. Et donc, il faudrait se ressourcer de la société civile, du patronat au niveau de l'économie, des syndicats, de la société civile, mais également des think tanks. Parce que le discours royal qui a été fait lors du rassemblement des ambassadeurs, je crois en 2013, si je me rappelle, a bien désigné l'Institut royal des études stratégiques comme tête de pont et coordinateur, l'IRES, un peu de l'activité des think tanks, et il a invité les ambassadeurs à frapper aux portes de ces think tanks, et notamment de l'IRES, pour s'alimenter. Et donc, l'ambassadeur, quel qu'il soit, s'il n'a pas cette profondeur et cette coordination vis-à-vis pour prévoir, justement, et anticiper, et à ce moment-là, il faut qu'il ait la personnalité et la force de pouvoir travailler avec l'ensemble et avoir une équipe. J'avais une question tout à l'heure. Est-ce que l'équipe change? C'est une question. Est-ce que l'équipe change une fois que l'ambassadeur change? Est-ce que toutes les équipes rentrent au Maroc ou est-ce qu'ils restent en place? Il y a un roulement qui se fait, normalement en principe au moyenne de tous les 4 ans. 4 ans, oui. Et donc, il y a, et avec votre permission, l'académie diplomatique qui existe a fait de grands pas. Moi aussi j'y vais, si Khaled y va. N'oublions pas l'université Al-Akhawi, qui également forme en anglais une nouvelle génération de diplomates, mais également une nouvelle génération de gens qui travaillent sur le plan religieux et spirituel. Et donc, il y a des efforts qui se font. Et peut-être que les nominations que nous avons vues vont régénérer des gens plus jeunes, peut-être plus féminins, plus militants. Et donc, nous aboutissons vers cette diplomatie que vous désignez comme proactive. Et il faut qu'elle soit proactive parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de vitesse. C'est un monde où l'information va à la vitesse de la lumière, instantanée, et nous devons réagir. Et donc, l'ambassadeur doit avoir la personnalité et son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, pour qu'il puisse réagir, mais rester dans le bon sens. C'est Cardoni. Moi, je ne voudrais pas ici défendre les think tanks, mais je voudrais simplement signaler qu'aux États-Unis, Brookings, Council of Foreign Affairs, CIS, ils font un petit peu la politique extérieure américaine. C'est-à-dire, vous avez des gens qui... c'est des immeubles. Moi, j'ai été dans des immeubles où des gens, leur travail, c'est de réfléchir pour ce qui est des think tanks spécialisés dans les relations internationales, à ce que doit être la politique étrangère des États-Unis. Et je peux vous assurer qu'ils ont beaucoup d'influence sur le ministère des Affaires étrangères. Et une chose que malheureusement il n'y a pas au Maroc, il y a un va-et-vient entre les diplomates et les think tanks. C'est-à-dire vous avez des ambassadeurs qui lorsque ils n'ont plus la fonction, ils vont dans le think tank. Oui. Et inversement, des ambassadeurs sont choisis dans les think tanks. Parce que les think tanks, ce sont des gens qui passent leur temps à réfléchir, des gens de très haut niveau, qui passent le temps et qui font des propositions. Donc, moi, je souhaiterais que dans notre pays, on puisse prendre en compte également le rôle des think tanks. Je fais moi-même partie des travaux de l'université qui est très connu, qui est très connu au niveau mondial et au niveau arabe. Donc, je sais très bien comment ça fonctionne et qu'on ne me dise pas que les think tanks au Maroc sont des niveaux comparables aux États-Unis, quand même. Il faut être modeste, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous voulons former nos diplomates. Nous voulons créer un profil professionnel du diplomate professionnel. Comment le faire? D'abord, on doit commencer par le commencement, l'université. Bien sûr, oui. Si le diplomate n'a pas de formation solide en droit,
en droit international, en relations internationales, en technique, dans les techniques de négociation. C'est très important. Les négociations, bien sûr, les meilleurs négociateurs ne sont pas toujours des savants, mais quand même, ils ont un savoir, une compétence qu'on doit faire passer, qu'on doit laisser aux autres, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'université. Il y a des recherches qui ont été faites dans ce domaine-là, dans les pratiques diplomatiques, dans le profil diplomatique, dans la manière, dans le profil du diplomate marocain et du négociateur marocain. Et vous savez, l'une des grandes questions, l'un des grands problèmes du diplomate marocain, c'est qu'il est tout simplement, c'est qu'il n'est pas quelqu'un du domaine. On peut avoir maintenant, bien sûr, on peut dire que c'est un poste politique et que la compétence n'est pas obligatoire. Mais alors, si la compétence n'est pas obligatoire, il faut quand même que les diplomates soient entourés de gens qui sont compétents. Maintenant, il est entouré de fonctionnaires. Qu'il ne choisit pas. Bien sûr qu'il ne choisit pas et qui subissent en fin de compte cette rotation du personnel, n'est-ce pas? Et on sait très bien comment ça fonctionne, cette rotation. 4 ans, après on tourne ici 2 ans, et après on va autrement. Les diplomates, en fin de compte, n'ont pas d'interlocuteur au sein même des ambassadeurs. Et alors, oui. Vous n'avez pas de prérequis scientifiques, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de langue, mais comment voulez-vous défendre la cause nationale? J'aimerais bien savoir. On arrive là. On arrive à la cause nationale. Moi, pour résumer, puis après je réponds à ce Faisal, d'où l'impératif, mais vraiment un impératif catégorique, comme disait Kant, c'est de faire une diplomatie multilatérale, c'est-à-dire et même culinaire, artistique, patrimoniale et tout ça aujourd'hui. Et je pense que c'est aujourd'hui, on en prend de plus en plus conscience et gravement. Maintenant, pour la question, je veux dire, des provinces du sud du Sahara, il ne faut pas ignorer que nous allons être confrontés à ce problème. Je veux dire, à ce problème au mois d'avril, parce qu'il y a le Conseil de sécurité qui va donc soulever la question avec des pressions. Il y a la mission d'abord du secrétaire général des Nations Unies qui doit venir en principe ici. Et il y a tout un battage médiatique au niveau des pays hostiles, n'est-ce pas? Il y a donc l'Afrique. L'Afrique, c'est magnifique de voir qu'on a envoyé un ambassadeur qui va enfin peut-être avoir langue là-bas pour essayer de convaincre. Et donc le principal, parce que tout ce remaniement ou ce renforcement ou ce mouvement, je dirais copernicien, c'est en fait autour de la raison, je veux dire, qui est la question du Sahara. Et donc, il ne faut pas du tout négliger cette affaire, parce que là, si on n'a pas les gens qui ont de la culture, qui connaissent, qui maîtrisent le problème, eh ben on ne peut pas avancer, je veux dire, dans la conviction qu'on va aller les convaincre. C'est pas possible. C'est l'hostilité déclarée. Moi, je pense que pour la question du Sahara, je suis tout à fait d'accord qu'il faut une diplomatie de combat. J'appelle ça une diplomatie de combat, parce que nous avons des adversaires qui ne nous ménagent pas, et donc nous aussi, on ne doit pas les ménager. Est-ce que c'est une diplomatie affichée ou cette fameuse diplomatie parallèle dont on parle? Est-ce qu'on est bon dans cette diplomatie parallèle qu'on ne voit pas et que tous les pays adoptent aujourd'hui? Est-ce qu'on est bon dans ces diplomaties parallèles? Pour répondre à votre question, effectivement, il y a la diplomatie officielle. Ça, c'est les ambassadeurs, etc. Mais à côté, il y a la diplomatie parlementaire, il y a la diplomatie de la société civile. Je ne vous cache pas, moi, quand je vais à l'étranger et quand je parle en tant que think tank, c'est-à-dire je ne suis pas un officiel, je parle du Maroc, j'essaie de défendre le Maroc, eh ben, on m'écoute beaucoup plus qu'un officiel, parce qu'un officiel, ils savent qu'il est payé pour cela, alors que nous, nous sommes indépendants et nous avons la société civile. Et donc, je pense qu'il faut absolument avoir une politique étrangère multidimensionnelle. Et si vous permettez, je vais revenir juste sur une question pour le Sahara. Bien sûr, il faut la diplomatie de combat, ça nous semble d'accord. Mais il faut en même temps pousser, à mon avis, la régionalisation avancée dans nos provinces. C'est ce qui se passe. Il faut vraiment... C'est ce qui se passe. Avec 77 milliards. Moi, je dirais qu'il faut aller beaucoup plus dans cette régionalisation avancée pour qu'on voit et on constate de l'intérieur et surtout de l'extérieur que
ce sont les Sahraouis, c'est-à-dire les gens qui vivent dans ces provinces-là, qui dirigent le pays, qui le mettent en exploitation et dont les revenus, parce que l'une des reproches que l'Union européenne avait fait concernant l'accord agricole, c'est de dire est-ce que ça profite aux provinces, aux populations qui vivent dans le Sahara. Et donc, il faudrait, à mon avis, qu'on fasse un effort encore plus fort dans la régionalisation avancée pour que... On a fait une émission en début de semaine sur ceci. On a fait le point avec l'inauguration de la centrale Nour à Ouarzazate et de toutes les 77 milliards qui sont annoncés, 140 milliards aussi qui sont annoncés. Là, aujourd'hui, on voit bien dans le monde entier, avec des projets comme ça, que les provinces du Sud sont bel et bien... C'est fait une parenthèse, si tu peux, historique comme ça, pour que les gens... Il faut quand même le dire ici, je veux dire, et merci de nous en donner l'occasion. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le problème du Sahara, c'est un problème, je veux dire, qui a été inventé ex nihilo par les gouvernements algériens. On peut séparer entre les gouvernements algériens et le peuple, mais rappelez-vous qu'en 1974, il y a eu le sommet arabe ici à Rabat, et le président Boumedienne a fait une déclaration solennelle, consignée, enregistrée dans les archives, n'est-ce pas, monsieur, où il disait « J'ai toujours dit que le Sahara est marocain et l'Algérie va soutenir le Maroc pour le récupérer et pour s'opposer à l'Espagne. » Et donc, comment se fait-il qu'entre 74 et 75, il y a eu ce qu'on appelle un brutal retour en arrière, un changement incroyable, et le Maroc n'a pas su exploiter ça, sortir ses déclarations. De la même manière que les prétendus, je veux dire, ce qu'ils appellent les prétendus réfugiés sahraouis, entre guillemets, à Tindouf, vous savez, ils sont partis quand après la Marche verte? Peut-être 5-6 000. Maintenant, ils deviennent 100 000. Comment? En 1974. Mais il faut vous envoyer vous pour défendre le dossier. Oui, mais j'aimerais bien. C'est ça le Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant, effectivement, j'endosse le costume, si vous permettez. J'endosse le costume d'ambassadeur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Parce que quand je prends vos unes, c'est pas diplomatique. Mais moi, vous savez, je suis de l'école de Moulay Hamid Alaoui. C'est le langage type du diplomate marocain. C'est ce discours classique sur la cause nationale. On ne peut pas défendre actuellement notre cause nationale avec ce type de discours. Alors, vous voulez que je me dise, puisqu'on parle d'un ministre des Affaires étrangères comme Siad Mani, quand il est arrivé en 2011, il est allé faire les courbettes à Alger en disant qu'on va arranger le problème. Alors il faut être sérieux, monsieur. Je vais juste un point. Après, je passe la parole à Sibel Mehri pour un dernier mot. Les réfugiés de Tindouf, comme ils disent, entre guillemets, les Algériens ont empêché pendant 20 ou 30 ans qu'un représentant, n'est-ce pas, des Nations Unies, c'est-à-dire de ce qu'on appelle des réfugiés, de HCR, viennent vérifier l'authenticité des Sahraouis et des vrais Sahraouis et des faux Sahraouis. Ils ne l'ont pas laissé voir. Parce que tout simplement, pendant des années, ils ont ramassé tous ces gens qui étaient en déshérence dans les déserts pendant les sécheresses, et ils en ont fait des Sahraouis. Et ça, il faut le dire. Oui, non, mais c'est oui, on fera une émission là-dessus. J'espère, oui, parce qu'on va parler de diplomatie. Voilà. Le dernier mot, Sibel Mehri, c'est vrai, j'essaie de finir cette émission avec diplomatie, donc je demanderai à Sibel Mehri. Je crois que le Sahara est marocain, il restera marocain. Le problème est un problème bilatéral. Entre le Maroc et l'Algérie, pour nous, mais pas pour les autres, et c'est pour ça que vous le disiez. Le problème est un problème bilatéral entre le Maroc et l'Algérie. Et il ne se réglera qu'avec un règlement avec l'Algérie. Et d'un autre côté, l'affaire de Tindouf, il faut crever l'abcès. Les réfugiés n'ont pas de statut de réfugiés. Nous ne savons pas combien ils sont. Ce sont des gens qui viennent de beaucoup de régions du Sahel. Et on oublie quelque chose d'important. Il y a 32 tribus dans le Sahara marocain. 2 tribus sur 32 sont pro-Polisario ou étaient pro-Polisario et sont revenus. Donc, le problème, moi je le vois toujours comme un problème bilatéral. Au niveau multilatéral, on a affaire à des fonctionnaires des Nations Unies. Est-ce qu'ils ont, eux, intérêt à régler un problème parce qu'eux-mêmes sont employés pour avoir
Alors, je suis obligé de vous couper. Malheureusement, j'aurais bien voulu qu'on fasse 120 minutes aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre le sujet de la diplomatie marocaine. Excellente soirée sur Média TV. Vous pouvez regarder la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route. Et je vous dis à demain.